Oui, bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean-Damien Gracias. Je suis psychologue social et environnemental et j'ai travaillé 2 ans donc, dans un syndicat mixte de traitement de déchets pour tester des nouvelles méthodes de sensibilisation au tri des déchets et à la prévention des déchets. On parlera plus généralement des éco-gestes. Alors, l'étude de la biodiversité, c'est quelque chose de très complexe, puisqu'il s'agit des interactions entre espèces et également des interactions des espèces avec leur environnement. D'après une étude récente, on ne connaîtrait que 14% à peine des espèces sur la planète. C'est vraiment un champ d'étude très complexe. Et ici, on traitera des comportements citoyens pouvant impacter directement ou indirectement la biodiversité. Après, moi, je ne suis pas spécialiste de la sensibilisation à la biodiversité. Donc là, le but du jeu, ce sera pour vous de voir comment vous pourrez vous servir des règles générales, donc de la logique, pour sensibiliser plus directement à la biodiversité. Et également, comme il y a des étudiants en didactique visuelle, donc essayez de voir comment vous pouvez vous servir de la psychologie dans vos travaux. Voilà, donc les éco-gestes, il s'agit de recycler ou composter ses déchets, réutiliser, remployer, également limiter l'usage de l'avion, par exemple, et privilégier le train, réduire sa consommation d'électricité et d'eau. Donc là, on va parler que des gestes à la portée des citoyens. Et cette présentation propose un tour d'horizon des différentes techniques de sensibilisation. Donc les questions principales, ce seront quelles sont les principales techniques de sensibilisation aux éco-gestes. Donc comme je suis spécialisé déchets, je parlerai surtout des déchets, mais c'est généralisable à d'autres comportements. Est-ce que ces campagnes de sensibilisation, elles ont un impact? Donc est-ce qu'elles aident les citoyens à passer à l'acte? On se demandera également quelles sont les principales perspectives d'amélioration et les principales recommandations. Donc il s'agit de recommandations, hein, tout le monde reste libre. C'est juste le point de vue de la psycho. Et vous pouvez voir si vous pouvez vous en emparer. Et également, on se demandera plutôt en ouverture, les éco-gestes, est-ce suffisant? Que peut faire le citoyen? Quels sont les autres acteurs pour préserver la biodiversité? Alors la première technique utilisée par les institutions qui veulent sensibiliser, c'est tout simplement transmettre de l'information. On va informer pour sensibiliser. On apporte de l'information aux citoyens sur les problèmes environnementaux, en utilisant différents canaux, affiches, flyers, panneaux publicitaires, ça peut être en information orale en porte-à-porte. Beaucoup d'institutions font du porte-à-porte. Moi-même, j'ai fait pas mal de porte-à-porte pour promouvoir la promotion, la réduction des déchets et le recyclage. Donc voilà, globalement, les institutions, ce qu'elles utilisent, c'est surtout donner aux citoyens des informations sur les problèmes environnementaux. C'est ce qui est le plus couramment pratiqué. Alors cette technique elle repose sur une théorie sous-jacente. L'idée c'est que les idées, par exemple les gaz à effet de serre contribuent au réchauffement climatique, les idées vont entraîner les comportements. Puisque les gaz à effet de serre contribuent au réchauffement climatique, alors je vais privilégier le train et je ne vais plus prendre l'avion quand c'est possible. Alors on va voir les limites de ce modèle. Et une bonne partie de cette présentation, c'est montrer que les idées n'entraînent pas directement les comportements et que c'est très compliqué en fait d'aider les citoyens à passer à l'acte. Alors ici un exemple d'étude. Il s'agit d'une campagne de publicité en Californie faisant la promotion d'équipements efficaces sur le plan énergétique. Alors ça coûte assez cher, ils dépensent quand même 200 millions de dollars par an.
avec quelques il faut aussi la promotion de quelques comportements pour préserver, pour éviter d'utiliser la climatisation. Donc par exemple fermer les fenêtres quand il y a le soleil. Donc voilà, ils essayent de changer ce genre de comportement. Bon, le problème c'est que quand on regarde l'efficacité, en fait, c'est très faible. Hein. Quand on se penche sur le problème, est-ce que ça a changé quelque chose? En fait, la réponse c'est pas vraiment. Hein. Et ça, c'est généralisable. Donc, il y a beaucoup de campagnes d'éducation à l'environnement. C'est aussi le cas pour la santé. Par exemple, les campagnes de prévention contre les drogues ont moins d'effets que ce qu'on pense. Parfois même des effets pervers, puisque du coup, les enfants, ils connaissent mieux les drogues, ils sont familiers, ça a titillé leur curiosité. Donc, globalement, les campagnes d'information, les campagnes de sensibilisation uniquement fondées sur l'intervention ont des limites. Donc, changer les idées ne suffit pas toujours à changer les comportements. L'information peut être trop vague, considérée comme inutile. Elle peut aussi menacer mon sentiment de liberté. Voilà, on m'impose une argumentation environnementale et du coup je vais aller dans le sens inverse pour restaurer ma liberté. Ouais, elle peut braquer et on peut tout simplement aussi ne pas s'en souvenir. Donc les campagnes de sensibilisation fondées sur l'information ont des limites qu'il faut essayer de surmonter. Alors comment faire différemment? Alors ce qui est pratiqué par exemple c'est la récompense matérielle. Hein. Donc on va encourager un éco-geste en échange d'un bien matériel. Donc par exemple des tickets de loterie, bons d'achat, cadeaux. Voilà, donc l'idée c'est que en échange d'un éco-geste, donc par exemple trier ses biodéchets, eh bien on reçoit un cadeau. Alors ça repose sur une théorie, donc l'idée qu'un comportement renforcé positivement a plus de chances de se produire. Alors c'est un peu une logique de dressage en fait, parce qu'on fait ça aussi avec les otaries pour qu'elles jouent avec les balles devant les touristes. Donc ça marche, mais sur le court terme seulement. Donc je vous propose une petite étude de psychologie sociale qui a testé la récompense sur le tri des déchets. Donc un groupe d'étudiants reçoit donc des tickets de loterie en l'échange du tri des déchets. L'autre non, on est dans une démarche expérimentale. On manipule un facteur et on regarde l'effet sur une mesure. Et là, la mesure, c'est la fréquence de tri du papier et du verre. Donc il trouve qu'effectivement, la récompense a un effet. Donc elle alimente bien le tri des déchets et renforce la probabilité de trier ces déchets. Cependant, cette technique est globalement déconseillée. Bon, d'une part parce qu'elle suppose un suivi des comportements. Donc il faut être sûr que les personnes trient pour les récompenser. Ensuite, ça coûte cher, globalement. Le rapport coût-bénéfice n'est pas du tout avantageux. Et surtout, lorsque la récompense cesse, le comportement revient à la normale. Voilà, donc ça dure pas très longtemps. C'est comme les otaries, quand on arrête de leur donner à manger pour faire leur jonglerie, elles arrêtent aussi. Donc on en arrive donc à l'effet de surjustification. Alors pourquoi la récompense, globalement, c'est déconseillé? Eh bien parce que l'éco-geste, donc quel que soit l'éco-geste, il va être attribué à la récompense. Donc je vais attribuer l'acte à la récompense. Et du coup, l'éco-geste ne va pas être intégré à la structure de la personnalité. Donc les gens ne vont pas se dire, puisque j'ai trié mes déchets, alors je suis du genre écolo. La récompense empêche ce genre de mécanisme. Voilà, donc ça c'est une citation qui reprend l'idée. Les récompenses externes tendent à réduire la motivation intrinsèque. Donc la motivation intrinsèque, c'est quand on réalise un comportement par volonté d'exploration personnelle et curiosité, quoi. Les enfants, quand ils apprennent, ils n'ont pas forcément besoin de renforcement extérieur. On apprend librement sous fond de curiosité personnelle. Donc le problème, c'est que la récompense intrinsèque diminue par la récompense. La motivation intrinsèque diminue. Bon, alors comment faire mieux que la récompense et le fait d'exposer les gens à de l'information? Alors il y a le feedback.
Alors le feedback, on va donner un retour d'information sur l'éco-geste effectué. Donc par exemple, un compteur accessible, visible, un compteur de kilowattheure pour l'électricité. Mais là, il n'est pas planqué en sous-sol, il est vraiment visible et du coup, on peut réguler sa consommation efficacement. Dans le tri des déchets, donc par exemple, il y a eu des flyers donc, qui indiquent ENT, les erreurs de tri fréquentes à l'échelle de la rue. Donc concrètement, on fouille dans les poubelles et puis on leur dit voilà les erreurs fréquentes de votre rue. Bon, ça aide à apprendre parce que du coup, on prend conscience des erreurs les plus fréquentes. Ou encore, on peut faire un feedback sur la quantité de déchets. Voilà, collectivement, votre rue, grâce au recyclage, elle a évité tant de quantité de déchets à l'incinérateur. Donc pour apprendre, on a besoin d'un signal d'erreur. Hein. C'est aussi comme ça qu'on apprend à conduire. On fait des petites erreurs et puis après, on arrive à produire le bon geste. Et on a également besoin de savoir les conséquences concrètes de nos actes. Donc c'est un point difficile pour les éco-gestes parce que les petits éco-gestes, on voit pas forcément le lien avec les grands problèmes collectifs dont on a parlé en matinée, quoi. On voit pas forcément le lien immédiat entre moi réduire ma consommation d'électricité et puis préserver la biodiversité. Donc le feedback, c'est une bonne piste et on peut l'utiliser en complément d'autres techniques. Hein. En fait, ça marche plutôt pour les gens déjà intéressés qui veulent améliorer leur comportement. Apparemment, ça marche pas trop, par contre, pour ceux qui veulent pas du tout s'y mettre à la base. Donc c'est meilleur pour accompagner un comportement que pour le déclencher. C'est mieux pour l'accompagner que pour le déclencher. Alors les nudges, donc ça aussi c'est un courant important, c'est aussi important pour les politiques publiques, ils font beaucoup appel à ça. Alors les nudges c'est souvent traduit comme coup de pouce, donc on aide les citoyens à prendre la bonne décision mais sans empiéter sur leur liberté. Donc c'est une alternative intéressante à la récompense et à la punition, puisque la récompense et la punition c'est vraiment deux stratégies très contrôlantes. Alors comment on fait ça? Comment on aide les gens à prendre les bonnes décisions sans empiéter sur les libertés? C'est quand même pas facile. Alors dans ce courant de recherche, il parle donc de l'architecture de choix. Donc on va modifier l'architecture des choix pour mettre au premier plan les options les plus avantageuses au bien commun. Alors normalement un nudge, ça doit être transparent, c'est-à-dire je dois comprendre le but du nudge. Et ça doit être éthique, c'est-à-dire ça doit être au bénéfice de la personne manipulée. Parce que normalement, une manipulation, on la définit comme étant un comportement au bénéfice du manipulateur et au détriment de la personne manipulée. Donc là, c'est quand même une dimension éthique, c'est des techniques psychologiques qui ne doivent pas nuire aux personnes manipulées. Elles doivent servir le bien commun, quand même. Alors c'est un courant de recherche qui est fondé sur l'idée que on utilise en priorité dans nos décisions au quotidien un système rapide et automatique. Donc on utilise plus rarement notre système lent et conscient. Donc ça c'est une idée qui a beaucoup de conséquences en sensibilisation pour aider les citoyens à passer à l'acte et à réaliser des éco-gestes. Donc je vous propose donc d'expérimenter ces deux systèmes de pensée. Alors, il faut juste lire les mots et puis ressentir ce qui se passe. Bon, c'est pas terrible juste après avoir mangé, mais... Alors, vous avez quand même probablement, de manière automatique, ressenti un peu de dégoût. Vous avez également peut-être créé un mini-scénario, c'est-à-dire que la banane entraîne le vomi. Donc, ça, c'est une caractéristique de notre système rapide. On va créer de la causalité sur la base d'une association. Donc on adore voir de la causalité et se raconter des histoires.
Et donc il s'agit d'un système de décision, un système de pensée qui ne demande pas d'effort. Et une bonne partie de la présentation, ça va être de se demander voilà, comment on peut prendre appui sur ce système de pensée pour la sensibilisation aux éco-gestes. Bon, maintenant, on va faire un peu de maths. On va essayer de résoudre mentalement 17 fois 24. Personne n'a la réponse là ? Alors ça demande un effort, hein. Il faut chercher le programme de multiplication, il faut calculer, il faut décomposer, voilà, 17 fois 20 plus 4. Bon, tout ça demande quand même pas mal d'efforts. Souvent on a les sourcils froncés, on est concentré. Donc il y a une tension mentale associée à ça. Hein. Globalement, on sourit peu quand on utilise ce système-là. Donc vous avez expérimenté le système lent. Donc les campagnes traditionnelles d'information surestiment l'importance de ce système lent. Elles partent trop du principe qu'on va utiliser systématiquement toutes nos ressources conscientes pour traiter le message. Et les nudges vont dans le sens inverse. Ils disent non, on va plutôt utiliser le système rapide quand on traite un message de sensibilisation. Alors toujours pour continuer à bien sentir ces deux systèmes de pensée, bon, détecter de l'hostilité dans une voix, on fait ça de manière automatique ou on réfléchit. J'entends des murmures, mais ça peut être des réponses mentales. Ça c'est plutôt automatique, hein, on fait ça très rapidement. On s'orienter vers un bruit soudain. Bon, ça c'est complètement automatique, c'est totalement soustrait à notre contrôle, on ne peut absolument pas y échapper. Remplir sa déclaration d'impôt. Bon, ça dépend si on a une grosse culture comptable. Et si on paye ses impôts. Voilà, là c'est clairement le système lent, on doit être concentré, etc. Donc lire des mots qui sont écrits gros sur un panneau d'affichage, donc avec un bon contraste fond-forme, c'est très lisible, il n'y a pas de problème. Donc de l'information bien transmise. Voilà, là je l'ai mis dans système automatique, quoi. Parce que la lecture c'est un automatisme, on a même du mal à se contrôler, c'est pour ça que les publicités peuvent avoir un côté un peu très contrôlant, quoi. Ça contrôle notre attention, on ne peut pas s'empêcher de lire, quoi. Bon, ça c'est la même idée, hein, vous l'aurez compris, système lent. Voilà. Écouter quelqu'un dans un environnement bruyant, ça aussi, ça demande de l'effort. Alors peut-être que m'écouter en pleine digestion, ça demande aussi pas mal d'efforts, mais on va continuer. Alors voilà, la sensibilisation a tout intérêt à prendre en compte la manière avec laquelle nous prenons nos décisions au quotidien. Alors d'après vous, donc quel est le personnage principal de l'histoire ? Donc quand on prend une décision, on s'appuie surtout sur quel modèle ? Donc quand on prend une décision, on s'appuie surtout sur le système rapide. Il faut être très motivé pour utiliser le système lent. Et globalement, quand on veut sensibiliser des gens, il ne faut pas trop miser sur le système lent. Donc ici, vous avez un codex des biais cognitifs. Donc on voit qu'il y a de la matière à réflexion. Donc les biais cognitifs, c'est un peu les conséquences de notre système rapide. Donc un biais cognitif, c'est une déviation par rapport à ce que ferait un agent rationnel. C'est-à-dire que les économistes, ils ont construit des systèmes formels de prise de décision. Et après, quand ils ont regardé comment se comportaient les agents réels, ils ont vu des déviations systématiques. Donc c'est ça un biais cognitif, c'est ce que ne ferait pas un agent supposé rationnel. Voilà, donc les idées principales, le trop-plein d'informations, c'est vrai que c'est assez important. On n'a pas les capacités nécessaires pour traiter toute l'information disponible. L'attention est obligée de filtrer ce qui va passer à la conscience.
Donc du coup, il faut vraiment, quand on construit un message, vraiment prendre en compte les limites attentionnelles. Voilà, aussi pas assez de sens, donc c'est important de donner du sens aux chiffres, donc que le feedback, par exemple, sur la consommation d'électricité, il soit bien expliqué, qu'on arrive à sentir en quoi il contribue à résoudre les problèmes. Donc il y en a beaucoup des biais de pensée, et ça peut être intéressant donc de s'en servir pour essayer d'aider les gens à passer à l'acte. Donc quelques exemples de biais de pensée. Donc par exemple la loi des petits nombres. En fait, on n'aime pas trop réfléchir de manière fréquentiste. On n'aime pas trop ça, les statistiques classiques. À la base, ça nous renseigne pas beaucoup, quoi. Puisqu'en statistique fréquentiste, donc normalement l'idée c'est que si je répète l'expérience aléatoire un grand nombre de fois, alors la proportion des événements est la suivante. Ça, de base, faut pas trop miser là-dessus. Ça fait trop appel à notre système lent. Nous, on préfère tirer des conclusions hâtives sur la base d'une toute petite série statistique. On adore créer des histoires très rapidement. Donc un agent rationnel décrit par l'économie classique, normalement, il devrait prendre en compte la loi des grands nombres dans ses décisions au quotidien. Il devrait prendre en compte les statistiques nationales dans ses décisions au quotidien. C'est pas vraiment ça qui se produit quand on regarde les agents réels, ce qu'ils font, quoi. Alors l'heuristique de disponibilité aussi, c'est probablement à avoir en tête quand on fait de la sensibilisation. Donc l'idée c'est que lorsqu'on demande à quelqu'un donc d'estimer la fréquence d'un phénomène, par exemple à quel point les risques associés au réchauffement climatique sont fréquents, quand on demande aux gens d'estimer donc un risque, ils vont pas prendre en compte les statistiques, ils vont plutôt prendre en compte la facilité avec laquelle un exemple marquant vient en mémoire. Donc par exemple c'est comme ça que fonctionne beaucoup le terrorisme. Donc voilà, dans le terrorisme, on a un exemple marquant. Donc on sait très bien qu'en termes de statistiques, on a très peu de chances de mourir de ça. Et pourtant, c'est quand même assez puissant en termes au niveau anxiogène. Donc l'heuristique de disponibilité, c'est voilà, on estime la fréquence d'un phénomène, non pas de manière rationnelle, mais sur la base d'exemples marquants et de prototypes marquants. Voilà, autre exemple, il y en a plein, on a vu dans le codex, ça abonde, hein, il n'y a qu'à se servir et essayer de voir comment on peut modifier la sensibilisation. Alors le biais de négativité, donc c'est l'idée que la fuite et la négativité l'emportent sur la positivité et la vigilance. Autrement dit, on est plus sensible aux pertes qu'aux gains, donc on a tendance à sélectionner de base ce qui ne va pas dans notre environnement, quoi. Donc ça aussi, on peut s'en servir en sensibilisation. Donc les nudges, voilà, c'est utiliser les biais de pensée, mais pour le bien commun. Et en toute transparence, on est censé comprendre le but du nudge. Alors quelques exemples. Alors le nudge de la mouche. Alors, on n'est pas directement dans un nudge pour préserver la biodiversité, hein, mais c'est pour commencer. Voilà, donc le but c'est de viser la mouche. Alors pourquoi? Donc l'idée c'est que ça améliore l'hygiène, quoi. Les mâles n'en mettent pas partout, quoi. Ils visent. Alors est-ce que c'est transparent? Dans le sens où est-ce que lorsqu'on voit ce nudge, on devine le but immédiatement? Moi je crois que je l'ai vu passer, que je m'étais pas trop posé la question dans une station-service. Donc du coup c'est pas un nudge hyper transparent, mais enfin si on se penche sur le problème, on peut quand même deviner le but de cette mouche. Ah bah oui, il faut viser, voilà. Bon, est-ce que c'est éthique? Ouais, on voit pas vraiment le mal là de cette mouche. Ça ne nuit pas à la personne sensibilisée, quoi. Alors deuxième exemple, là ça se passe dans une cafétéria. Alors le but c'est de réduire le gaspillage alimentaire. Alors on n'a pas essayé de transmettre de l'information aux gens, on a simplement changé le contexte dans lequel ils prennent leurs décisions. On a modifié simplement la taille des assiettes.
Voilà, donc dans une condition, il y a des petites assiettes, dans l'autre, des grandes. Alors, à votre avis, laquelle des deux assiettes conduit à moins gaspiller? La petite. Waouh. Effectivement, en réduisant la taille des assiettes, on a diminué globalement la consommation. Donc là, on est dans un exemple où il y a une sensibilisation qui n'est pas uniquement axée sur de l'information. On n'a même pas cherché à convaincre les gens que c'était important, hein. On a juste transformé l'endroit dans lequel on prend leurs décisions, dans lequel ils prennent leurs décisions. Normalement, ils ont moins gaspillé là, et moins mangé aussi, je pense. Je ne sais pas s'ils ont contrôlé l'appétit associé. Voilà, donc ça c'est un peu la logique nudge, on joue sur des automatismes. Alors il y a plusieurs interprétations, déjà probablement que les gens se sont moins servis et du coup ont moins gaspillé, puisque du coup la nourriture comparativement à la taille de l'assiette, on avait l'impression qu'il y en avait beaucoup dans une petite assiette. Et on a aussi qui estiment que en fait c'est un indice social, c'est-à-dire une petite assiette, ça active immédiatement l'idée que en fait faut pas trop manger beaucoup ici. Donc la taille de l'assiette est un indice social. Alors là, c'est une étude, là encore, le lien avec la biodiversité n'est pas immédiat, mais la logique est transposable à des comportements plus directement liés à la biodiversité. Alors le but, c'est de pousser on est dans un hôtel, hein, le but c'est de pousser les gens plutôt à réutiliser les serviettes. Donc quand ils sont plusieurs jours dans un hôtel, réutiliser les serviettes plutôt que de faire appel aux services de nettoyage. Donc on voit que les deux options restent présentes. Donc ils ont le choix, le faire ou ne pas le faire, mais on va quand même plutôt essayer de leur faire choisir l'option réutiliser les serviettes. Alors il y a deux conditions. Dans une condition, on va insister sur ce que font les autres, concrètement dans cette chambre d'hôtel. Donc le point important, c'est ça, hein, 75% des personnes ayant occupé cette chambre avant vous ont accepté de participer. Donc ont accepté de réutiliser leurs serviettes. Donc il y a aussi un message classique, hein, voilà, aidez-nous à protéger l'environnement. Et dans l'autre condition, on ne s'intéresse pas à ce que font les autres, on indique simplement voilà ce que vous devriez faire, hein. Donc ce message-là, ce que les autres font, n'est plus présent. Il n'y a que ce qu'on est censé faire. Voilà, donc là, en psychologie sociale, il parle de normes descriptives, ce que les autres font. Il distingue ça des normes injonctives, ce qu'on est censé faire. Laquelle des deux conditions a le plus conduit à réutiliser les serviettes, d'après vous? Gauche? Voilà, bravo. Voilà, donc ce que font les autres nous détermine au moins autant que ce que nous sommes censés faire. Donc c'est un point qui peut être facilement utilisé, enfin globalement c'est très peu utilisé en sensibilisation, hein. Les normes sociales, ce que font les autres. Alors pour un comportement minoritaire comme la prévention des déchets, où c'est pas encore hyper répandu, c'est vrai que la norme sociale serait pas forcément très avantageuse. On va pas dire aux gens, alors il y a que 2% des gens qui sont dans la prévention des déchets. Mais dans ce cas-là, on peut quand même s'appuyer sur l'augmentation. Voilà, c'est une norme minoritaire en augmentation, et ça a de l'effet. Voilà, donc ce que font les autres nous influence au moins autant que ce que nous sommes censés faire. Voilà, donc prendre en compte les normes sociales, c'est plutôt une caractéristique de notre système rapide, alors que il faut protéger l'environnement, ça serait plutôt notre système lent. Donc là encore un nudge, donc on modifie l'environnement, hein, dans lequel on prend les choix. On ne cherche pas à persuader par de l'information. Donc le but de cette expérience, c'est d'augmenter le don d'argent dans une boîte d'honnêteté. Donc une boîte d'honnêteté, c'est-à-dire qu'il y a un prix libre associé à un café. Voilà, c'est à côté d'une machine à café. Bon, pas celle-là, mais une machine à café. Et ils ont donc modifié l'apparence de
donc d'un panneau au-dessus de la machine à café. Donc une semaine, il y avait des fleurs, et puis l'autre semaine, il y avait un regard. Ils ont pu comparer semaine par semaine donc les variations du niveau de don. Donc quelle hypothèse on peut faire, a priori ? Ouais, Voilà, les yeux augmentent davantage les dons d'argent que les fleurs. Alors, le don d'argent, dans ce cas-là, ça ressemble quand même à un comportement plutôt civique. Donc, ça a été les yeux, ça a aussi été testé pour le fait de ne pas jeter par terre. Donc, ils ont mis des yeux comme ça sur un flyers versus un flyers sans regard, et ils ont mesuré donc le taux de personnes qui le jetaient par terre. Et alors, pareil, donc là, le regard diminuait les chances que la personne jette le déchet par terre, enfin le flyers. Alors l'idée donc c'est que donc le regard sort de l'anonymat, parce que le problème dans zone urbaine dense, c'est qu'on est complètement anonyme. Je peux me débarrasser de mes encombrants devant une borne terrée, dans le fond personne va vraiment savoir d'où ça vient. Donc là le regard nous sort un peu de l'anonymat et facilite la coopération. Alors, est-ce que c'est vraiment transparent comme nudge ? C'est-à-dire, est-ce que quand je vois le regard, j'arrive à me dire « Ah oui, c'est pour stimuler un comportement prosocial ?» A priori, non, ça, c'est pas un nudge hyper transparent. Encore qu'on pourrait demander, on pourrait demander aux gens « Bon, à quoi ça sert ces yeux ? Est-ce que ça vous choque ?» Mais j'avais eu l'idée donc de les mettre sur des bornes enterrées pour diminuer les dépôts sauvages. Après, ça n'a pas été fait, mais ça pourrait être une piste. Donc le but de ce nudge, là, c'est de réduire la consommation d'électricité des foyers. Donc dans leur facture, ils ont rajouté une comparaison sociale. Donc là, c'est votre consommation. Là, c'est les voisins les plus efficaces. Donc il y en a moins, mais c'est mieux parce que on est dans la réduction des énergies. Et là, il y a tous les voisins, et on voit que là, tous les voisins globalement consomment plus. Donc c'est un nudge qui prend appui sur la comparaison sociale. On a besoin de donner du sens aux informations, parce que dans le fond, une consommation d'électricité, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc là, on a besoin de s'appuyer sur une comparaison avec les voisins. Alors à quoi ça sert, ça, le petit smiley ? C'est pour éviter des effets boomerang. Dans le sens où là, quand je suis plutôt bon élève, mais que je me compare à tous les voisins, j'ai plutôt envie de consommer à nouveau pour me plier à la norme des voisins. Donc le smiley sert à rappeler quand même la norme injonctive. Voilà ce que vous devez faire. Donc c'est bien. Donc la comparaison sociale diminue la consommation d'électricité. Donc là encore, on utilise plutôt le système rapide, parce que pour répondre à la question suis-je économe en électricité, il faut se comparer. On est dans des situations où autrui est la seule source d'information. On ne peut pas vraiment se comparer à purement à des informations objectives. On a besoin d'autrui comme source de comparaison. Et ça, c'est quelque chose qui relève d'un automatisme. Voilà, donc le point important là donc le but c'est d'éviter que les gens jettent par terre. Donc ils ont simplement mis ce message, ne teste pas le Texas, ça donne quelque chose comme ça, qui joue sur l'identification au groupe. L'idée c'est que j'ai plus de chances de trier si ce geste est important pour le groupe auquel je me sens appartenir. Alors je ne sais pas si ça marchera en France, parce qu'il faut regarder le niveau de sentiment national, etc. Enfin, l'idée, c'est qu'on va quand même jouer sur une caractéristique du système lent. Donc là, la tendance à privilégier notre groupe d'appartenance sur les autres groupes. Bon, la transparence, éthique. Sur le plan éthique, c'est juste pour éviter de jeter par terre. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Transparence aussi, je pense que si on leur demande, ils vont se dire « Ouais, j'arrive à deviner le but. Bon, c'est pour nous ambiancer un peu. On va éviter de jeter par terre. »
Donc là, on est dans un outil de communication, un flyers. Il y a énormément d'institutions qui produisent des flyers dans le but d'encourager des comportements. Donc là encore, il y a une norme sociale locale, c'est-à-dire joignez vos voisins de cette ville. J'arriverai pas à prononcer, c'est en suédois. Donc joignez les voisins de cette ville, recyclez vos déchets alimentaires. Donc cette petite phrase, ça peut aider quand même les citoyens à participer à la collecte des déchets alimentaires. Globalement, c'est pas très utilisé les normes locales, quoi. Adapter l'outil à un contexte local, quoi. Donc ils ont testé ce livret, ça a fait l'objet d'une étude expérimentale. Donc il n'y a pas que ça c'est que la première page. Donc c'est un livret d'information, mais un peu travaillé par les nudges. Donc ils ont testé, ils ont comparé, ils ont pesé les déchets alimentaires dans 2 secteurs. Et dans le secteur où il y avait ce flyers, il y avait plus de tri des déchets alimentaires. Alors que classiquement, les flyers, ça n'a plutôt pas d'effet. Quand on regarde un flyers classique, ça n'a pas d'effet. Celui-là, quand même, il a eu un effet. Donc dans ce livret d'information, c'est plus un livret d'information qu'un flyer, c'est un livret d'information. Donc pareil, on essaye de donner un peu de sens aux statistiques, parce qu'on disait que le système rapide, c'est pas trop son truc les statistiques. Donc il faut qu'il y ait une comparaison un peu parlante. Donc voilà, là ils ont proposé ça. Si tous les foyers de la ville triaient leurs déchets alimentaires, il y aurait assez d'énergie pour alimenter 15 camions de déchets pendant un an. Alors, on donne un peu de sens quand même à l'information, quoi. Voilà, et au préalable, il y avait eu un diagnostic terrain. Donc, dans une enquête réalisée dans votre ville, 8 résidents sur 10 ont déclaré qu'ils considèrent le recyclage comme étant important. Donc là, vous avez une norme sociale locale qui est utilisée en sensibilisation. Voilà, donc c'est des petites manières de transformer des campagnes d'information classiques. Alors c'est simplement pour faciliter la rétention long terme, la mémorisation des idées principales. Alors c'est vraiment volontairement très simple, c'est simplement pour résumer les idées. Vous pouvez répondre mentalement. Bon, là... Ah, je crois que je me suis trompé, c'est un piège. Il y a eu un problème dans la gestion de l'animation. Donc c'est faux. Alors la récompense matérielle entraîne une amélioration long terme des comportements écologiques. Est-ce que ça vaut le coup de donner de l'argent aux gens pour être éco-responsables? Globalement, le consensus actuellement, c'est plutôt... Faux. C'est un avis. Alors la récompense matérielle a tendance à favoriser une motivation extrinsèque. Donc j'agis en vue d'une conséquence qui est extérieure à mon acte, donc la récompense. Ou favoriser une motivation plutôt intrinsèque, c'est-à-dire j'agis par conviction, plaisir, volonté d'explorer le monde. Alors extrinsèque ou intrinsèque? Ex. C'est bien affiché, c'est là. Voilà, effectivement. Donc c'est aussi important d'insister là-dessus parce qu'on a un peu tendance à penser que qu'autrui peut être dressé, qu'il faut le dresser via la récompense ou la punition. C'est pas forcément faire honneur à la motivation humaine de privilégier forcément la punition et la récompense. On répond ça aux réponses B. Il vaut mieux prendre en compte les caractéristiques de notre système rapide pour orienter la prise de décision dans un sens favorable pour le bien commun.
Bon, la dernière question, elle est un peu piège. Bon, le système rapide et automatique, il fonctionne bien souvent, mais pas toujours. Il conduit à des erreurs systématiques. Et il est utile à connaître pour sensibiliser aux éco-gestes, bon ça on l'a déjà dit. Bon, la vérité, c'est que donc, les trois sont vrais. Hein. C'est-à-dire que malgré tout, il fonctionne bien souvent, mais pas toujours, mais il n'est pas tout à fait adapté au contexte moderne. Normalement, on est censé vivre dans des groupes restreints, entourés de vivants, donc il n'y a pas d'anonymat, faire face à des menaces court terme. Et là, on se retrouve dans une situation où, en fait, c'est une menace un peu diffuse, là, le réchauffement climatique, la perte de biodiversité. Et du coup, notre système rapide, il n'est pas trop adapté à cette situation moderne. Donc ça crée une espèce de décalage. Mais malgré tout, notre système rapide, il est bien, il fonctionne bien, c'est pas qu'une machine à nous rendre débiles. Globalement, c'est quand même un allié précieux. Donc en conclusion, les sciences comportementales proposent de nouvelles options pour faciliter les éco-gestes citoyens, donc notamment en s'appuyant sur les biais de pensée. Après, la question que je me pose, c'est quels éco-gestes sont les plus importants pour la biodiversité? Est-ce qu'ils sont suffisants? Puisqu'il y avait un chercheur là en psychologie qui disait que le problème des éco-gestes, c'est qu'on vient transformer une crise institutionnelle en problème individuel. Donc voilà, quel est l'effet des éco-gestes sur la biodiversité? Est-ce que ça suffit? Et aussi un point de réflexion, parce que la question que je me pose, c'est comment favoriser une meilleure éducation scientifique, parce que là, si on veut vraiment comprendre la situation, il faut faire quand même beaucoup d'écologie, quoi. Donc il y a aussi, je pense, un rôle important pour la psychologie, c'est d'aider à la didactique des sciences. En fait, je pense qu'il faudrait pour que massivement tous les citoyens gardent en tête les propositions scientifiques les plus importantes, donc notamment les propositions scientifiques liées à l'écologie scientifique, donc le fait qu'on est constitué de biodiversité. Notre microbiote intestinal, c'est beaucoup de bactéries. On mange de la biodiversité avec les plantes à fleurs, on respire grâce à la biodiversité. S'il n'y a pas le phytoplancton et les arbres, on manque d'oxygène. Voilà, donc je pense qu'un point important de la psychologie, c'est également de réfléchir sur comment elle peut favoriser une meilleure éducation aux sciences. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je suis prêt à répondre aux éventuelles questions.